En fait, nos recherches, c'est juste des recherches basiques, en fait. Et on veut vraiment le concrétiser et à ce que ça soit vraiment applicable. Et on a besoin des ingénieurs puisque c'est vraiment quelque chose de grand. C'est pas seulement dans une échelle comme des écoles ou quelque chose comme ça, mais si on a la capacité, on peut même électrifier Madagascar, tout Madagascar. Et d'une manière verte. Oui, d'une manière verte. Et c'est aussi le but du thème de la Regeneration. C'est plus... Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Alors aujourd'hui dans Storytown, on a le grand plaisir d'accueillir Manasou et Tsaroun, qui étaient membres de l'équipe de Madagascar lors du First Global Challenge en 2023 qui s'est tenu à Singapour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, d'ailleurs, pour la petite histoire, je vous le disais en off, ça faisait déjà quelques temps que j'aurais aimé justement vous avoir sur le plateau, donc content que ça se concrétise. Première question, peut-être on va commencer par la base, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le First Global Challenge pour ceux qui ne sont pas initiés du coup? Merci pour l'invitation, on est ravis d'être là. Le First Global Challenge, c'est une compétition de robotique pour les moins de 18 ans. C'est une compétition qui consiste à motiver les gens du monde entier à entrer dans les STEM, à découvrir les STEM et les initier à être les leaders de demain. C'est le but de First. D'accord. Je veux rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est tout dit en fait. C'est sur propos de First Global, oui. D'accord. Oui. Ouais. Et comment vous avez fait en fait pour intégrer l'équipe? C'est quoi le process derrière en fait avant d'avoir le billet d'avion pour partir et faire la compétition? C'est quoi? Il se passe quoi en amont? D'abord, on a été interviewés, on a été formés, et puis on a trouvé des sponsors et tout ça. Parce que c'est pas facile d'entrer dans quelconque compétition parce que c'est quand même un truc mondial. Et c'est pour ça, comment je veux dire, Donc, et comment, par exemple, est-ce que il y a par exemple, une publication qui passe sur les réseaux, genre pour la prochaine édition, postuler, et là vous postulez, ou ça se passe comment? Ou on vous contacte déjà individuellement, je sais pas. Déjà en fait, avant la sélection elle-même, il y avait Staff Rogot qui a fait un appel ouvert aux personnes qui voulaient se former à la robotique. C'était l'année dernière, c'était un bootcamp, et je vais partie de ces personnes. Puis après, plus tard, ils ont demandé à ceux qui voulaient faire partie de l'équipe là. C'était un interview, puis il y avait la sélection. Et après, pendant toute la période après la sélection, c'est une pré-sélection, on est encore en train de se former. Il faut aussi montrer si on est prêt à s'engager par rapport au temps. Et vraiment, c'est un long processus. On s'est formé pendant des mois. On a construit le robot pendant des mois aussi. Ouais. Et d'ailleurs, si on parle de la construction du robot, moi, c'est un truc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est, en fait, pendant plusieurs semaines, vous étiez tous rassemblés au sein d'un même endroit pour justement construire ce robot, c'est ça? Genre, vous étiez en mode ultra focus là-dessus. Ok, ça s'est passé comment l'aventure? Vous étiez, j'imagine, loin de la famille, loin des amis potentiellement. Ça se passait comment? En fait, c'était un genre de challenge en plus. Ouais, parce que c'était pas facile. On n'a pas eu vraiment le temps de beaucoup se connaître avant de passer de temps ensemble pendant un mois pour construire le robot. Donc, oui, c'était un grand challenge. Et c'était un grand une aventure aussi. Oui, c'était pas facile de construire le robot puisque on avait besoin de faire des briefings, de brainstorming et on n'était pas même d'accord on n'était même pas sur les mêmes longueurs d'onde. Oui. Ah oui, ça. Oui. C'est parce que on est genre des geeks, quoi. Oui. Et chacun a ses propres pensées, ses idées et Mais ça t'apprend beaucoup de choses en fait. Ça t'apprend à voir en général, tu vois, à pas être objectif, genre mon idée elle est bien, à apprendre à écouter les idées des autres et vraiment évaluer sur un côté plus technique, pas juste sur
Non, ça apprend vraiment à travailler, je dirais. Je pense que c'est le but de First en général et de STEM for Good, d'aider les jeunes à... C'est ça, être un leader, en fait. Savoir écouter les autres et apprendre aussi. Et d'apprendre les autres. Voilà. C'est ça, être un leader. Ouais. Être ensemble, en fait, ça nous a vraiment aidé à... Vraiment, les échanges qu'on a pu avoir, c'était incroyable. J'aurais jamais cru pouvoir être... Genre, imagine, tu peux demander une question mathématique à n'importe qui, vous comprenez, en fait, le niveau des gens, c'est un autre level. Donc, c'est très bien. Ouais, du coup, en fait, c'est quand même, avant toute chose, en fait, c'est une aventure humaine. Et la preuve en est, je crois, aujourd'hui, vous vous entendez bien, d'ailleurs, toutes les deux, vous avez gardé contact. Ouais, c'est excellent, ça, c'est excellent. Alors, je voulais parler un petit peu de votre expérience, justement, à Singapour. Bon, déjà, globalement, comment vous avez trouvé ça? Alors, est-ce que, pour l'une d'entre vous, peut-être, est-ce que c'était la première fois en dehors de Mada, la vie là-bas, la ville en général, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à Mada, c'est comment? Ça faisait quoi de rencontrer toutes ces personnes qui venaient d'horizons hyper différents, parce qu'il y avait quand même 190 pays, 11 ouais. Déjà, Singapour, en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est comment, en fait, ils sont arrivés à avoir une croissance économique incroyable, mais dans un cadre sustainable, dans un cadre durable. Et surtout, en fait, il y a 60 ans, ils étaient un peu, niveau urbanisation et tout ça, ils étaient un peu comme Mada, on va dire. Du coup, mais ça donne beaucoup d'espoir, parce que là, tu vois concrètement, mais c'est possible, en fait, tu vois. Genre, ça te donne beaucoup d'espoir. Moi, ça m'a beaucoup donné d'espoir pour Mada, surtout avec, tout le potentiel qu'on a ici, la jeunesse, les ressources. C'est l'impression, en fait, qui m'a le plus marqué. C'est vraiment l'espoir que maintenant, j'ai pour Mada. Et sinon, on va pouvoir rencontrer toutes les équipes. Ça aussi, je dirais que c'était, le fait, comme dans l'équipe même, on a pu trouver des gens qui étaient passionnés par les STEM, qui veulent changer Mada. En fait, t'as cette même impression, mais à un niveau global. Là, t'as des pays de... Ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que Singapour, c'est tellement différent de Madagascar. Oui, parce que eux, c'est leur mindset, c'est leur mindset. Parce que eux, ils travaillent vraiment dur. Et je vois que la plupart des travailleurs, c'est plutôt des vieux. Et pas des jeunes. Et même s'ils sont déjà assez développés, ils veulent encore se développer, même économiquement. Et moi, j'étais, waouh! En fait, c'est comme ça, leur mindset, en fait. C'est pour ça qu'ils s'évoluent. Et je veux tellement faire ça à Madagascar. Et pour avoir un bon résultat, il faut vraiment travailler dur. C'est ça, c'est la seule conclusion que j'ai pu faire, en fait. C'est le dur travail. Oui. Voilà. Pas de secret, il y a pas de secret. Il faut travailler dur. Et le mindset, il faut changer. Et du coup, c'est ça que je trouve quand même incroyable, où c'est vraiment une chance de pouvoir voyager en vrai, parce que justement, quand je pense pas justement à toutes ces personnes qui n'ont pas eu cette opportunité-là, justement, ils n'ont pas vu en fait ça se passe comment en fait dans les endroits du monde où les choses avancent, disons, très vite. Et c'est grave bien de voir du coup que vous, ça vous motive en fait derrière à vouloir faire avancer les choses aussi au niveau local à Mada, quoi, franchement. En fait, on aimerait aussi faire un truc qui nous tient à cœur, d'ailleurs, je pense, c'est de faire en sorte, en fait, que ce genre d'opportunité soit accessible à beaucoup plus de personnes, en commençant à Mada, à la jeunesse, tu vois. Et d'ailleurs, on a eu déjà l'opportunité de partager les STEM auprès des jeunes, et aussi de les initier, parce qu'on veut qu'il y a plus de personnes qui participent, plus de jeunes malagasy qui participent à des compétitions internationales. Et c'est un truc qui nous tient à cœur, vraiment, genre, améliorer l'accès à l'opportunité ici. Et concrètement, ça se passe comment quand vous rencontrez ces jeunes-là? C'est une séance, ça se passe comment généralement c'est une séance d'abord. On peut commencer par un partage d'expérience, dire qui on est, pourquoi on est là, pourquoi les STEM c'est important, qu'est-ce qu'il peut faire, et puis vraiment le côté plus technique, vraiment genre on emmène le robot, on leur montre c'est comme ça qu'on fait, comment on peut coder les trucs et tout. Et c'est incroyable, tu vois, genre, t'as les yeux, des petites filles, genre ils s'illuminent, tu vois, genre ça les intéresse. C'est excellent. Et oui, le STEM de tous les jours aussi, en fait. Et pourquoi on utilise STEM? C'est vraiment, j'ai envie de dire, démocratiser ce concept-là et faire comprendre que bon, voilà, c'est utile dans la vie de tous les jours.
déjà de 1, et puis aussi que c'est quelque chose, je pense que c'est un truc où il y a de l'avenir aussi. Vous en pensez quoi justement est-ce que la robotique justement pour l'avenir de Madagascar, vous pensez que le développement de Mada peut et doit passer par d'une manière ou d'une autre justement tout ce qui est autour de la robotique? Je dirais pas la robotique directement, Okay. mais que la technologie en général, elle peut être très bénéfique pour Madagascar, mais que ça, tu vois, oui, on doit développer la technologie, mais en même temps, tu vois, on doit faire en sorte que la technologie soit accessible à tous. Du coup, ça va de pair. Ouais. C'est ce qu'on devrait, on devrait se concentrer sur ça, tu vois, faire en sorte que la technologie soit accessible à tous, et en même temps développer la technologie. Mais il y a beaucoup de potentiel, ça pourrait aider Mada incroyablement. Et comment vous avez eu accès justement à tout ça à la base? Est-ce que c'était déjà dans le programme des écoles dans lesquelles vous étiez ou... Non. On vient tous les deux du système Malagas. Ouais. Et on a toujours une passion pour la technologie. Genre, on a pu faire ça dans les livres, sur Internet. Mais c'est vraiment grâce à Stand for Good qu'on a pu aller dans le côté beaucoup plus pratique et jusqu'à arriver à pouvoir participer à une compétition. D'accord. Oui, et on a intégré un club aussi, le STEM Club, du STEM for Good. C'est deux programmes. On a initié le Gun System aussi. Et c'est pour ça qu'on a vraiment pu entrer dans le domaine qu'on a pu vraiment... pratiquer vraiment. Oui, pratiquer, oui, voilà. D'accord. Ah oui, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est vrai que c'est un truc... qu'est-ce qui, d'après vous, il faudrait faire pour justement démocratiser ça à grande échelle? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que vous pensez que je veux dire, c'est quoi? C'est plus de séances de sensibilisation, ou est-ce que c'est par exemple, est-ce qu'il faudrait envoyer par exemple dans le maximum d'écoles, je sais pas, par exemple des kits par exemple qui permettent déjà de passer un petit peu à la pratique, j'ai envie de dire. Mais je dirais que oui, la sensibilisation c'est important, mais vraiment aller plus loin, vraiment genre faire en sorte que chaque élève, chaque enfant, tu vois, il peut expérimenter ça, tu vois. Genre, il peut vraiment apprendre. La sensibilisation, c'est juste la première étape. C'est pour ça que nous, dans nos interventions, tant que possible, on ne veut pas s'arrêter à la sensibilisation. On veut faire en sorte que les jeunes filles, les jeunes, puissent apprendre. Ouais. Et oui, comme ce qui se passe à l'étranger, en fait, ils intègrent le STEM dans le système scolaire. Et c'est un peu le but aussi, en fait. Oui. Ah ouais, clairement, ouais. Si jamais c'est dans le système, je veux dire, du plus jeune âge jusqu'à un certain stade, le temps que, par exemple, l'enfant grandisse, il aura déjà eu l'opportunité déjà de mieux comprendre et de pratiquer déjà, en fait. Oui. Ouais. Ok. Alors, je voulais peut-être revenir un petit peu sur votre expérience à Singapour. On a vu, et je pense qu'on est tous fiers d'avoir vu que vous avez quand même ramené des médailles aussi, que vous avez on peut dire que vous avez quand même performé. Et d'ailleurs, je pense un des moments phares aussi qui vraiment faisait chaud au cœur, c'était pendant votre entrée dans l'arène, vous étiez en tenue traditionnelle avec le drapeau. Franchement, c'est vraiment cool. Je pense que c'est toujours une fierté de voir de voir le drapeau dans des compétitions internationales comme ça. Au classement général, à la fin du coup de la compétition, vous êtes classé 120e sur 191. Vous retenez quoi de ça? Parce que bon, ça c'est un chiffre, c'est un classement. Mais est-ce que vous vous dites on s'est donné un max, ok, ou est-ce que quand même on aurait peut-être pu faire mieux sur certaines choses, ou qu'est-ce qui manquait éventuellement pour que vous puissiez peut-être pour que dans les prochaines éditions peut-être on puisse chercher un meilleur ranking. Donc là, c'est les classements par rapport au match. On a essayé de faire vraiment notre mieux. Surtout que là, tu veux emmener le drapeau de Mada, tu veux le porter haut, tu veux donner une nouvelle image. Mais en même temps, tu vois, il y a toujours des améliorations à faire. Je dirais, ce que je voudrais améliorer, peut-être conseiller aux prochaines équipes, c'est vraiment savoir plus s'imposer par rapport parce que pendant les matchs, en fait, on est en collaboration avec d'autres équipes. Il faut vraiment s'imposer parce que c'est ton robot, tu le connais. Il faut vraiment imposer ta stratégie, dire que non, nous, ce qu'on peut faire, c'est ça, pas ça. En fait, dans le dernier match, on a eu une disqualification. C'est ce qui nous avait vraiment descendre dans le rang aussi. On était arrivé 35e à un moment. Mais on a eu 0 points pour le dernier match parce qu'il y a eu une erreur. Et je pense qu'on aurait pu, si on s'était imposé beaucoup plus dans notre stratégie par rapport aux autres équipes, ça aurait pu, on aurait pu éviter ça. D'accord. C'est un truc qui s'apprend. Oui. Et comme Security First, c'est que we don't need loser for having winner. C'est juste que
on est des leaders et on apprend, même si on n'est pas les premiers, on n'est pas les deuxièmes, mais on apprend. Donc, oui, comme ça, on a dit, on va s'améliorer et on va partager nos expériences. Puisque ce qui nous a manqué, en fait, c'est que on n'a pas vraiment eu le temps de vraiment connaître le but du jeu, pas le but du jeu, mais le monde du jeu. Voilà. Et c'est ce qu'on veut vraiment faire, en fait, c'est de partager aux prochains teams qui vont venir nos expériences et tout ça. Et voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut améliorer, en fait. Et globalement, ça consiste en quoi un match, peut-être, pour nous expliquer brièvement, nous illustrer un peu en quoi ça consiste parce qu'un match, peut-être qu'il y en a qui s'imaginent que c'est des robots qui se tapent dessus, alors que... C'est une simulation de la production d'hydrogène. Du coup, au début, t'as des balles vertes et des balles bleues qui représentent l'hydrogène et l'oxygène, donc l'eau. Et le but, en fait, c'est de séparer ces balles, les mettre après chacun dans un réservoir différent, qui signifie en fait que tu vas séparer l'hydrogène et l'oxygène, puis tu vas produire de l'hydrogène uniquement. Donc ça c'est D'accord. Ok. Mais et donc quoi, c'était des 2 contre 2, donc c'est bien ça? Du coup, en fait, on a un robot qui peut collecter des balles, qui peut les filtrer, et qui peut mettre chaque balle dans les conteneurs respectifs. En même temps, après, à la fin, il peut se soulever lui-même. Ça, c'est ce que le robot peut faire, et il doit le faire en moins de 2 minutes 30. Ok. Oui. Ça doit être intense, du coup, quand même. 2 minutes 30 de pression maximale. Parce que ce que Manassou voulait dire par on n'a pas pu s'habituer au jeu, en fait, c'est que beaucoup d'équipes, elles pouvaient simuler directement le terrain. Genre, elles ont pu reproduire le terrain chez eux. Oui, voilà. Le refaire. Et on a pu faire ça à une certaine échelle. Mais, genre, il faut plus de ressources. Voilà. On n'avait pas forcément tout ça. Ouais. Après, on a pu, c'est ça. D'accord. C'est ça aussi que, j'aimerais vraiment engager, appeler les autorités, les parents, les communautés, en fait, à soutenir des causes comme celle-ci, parce que vraiment avoir plus de ressources, que ce soit des personnes qui nous aident au niveau technique, qui te soutiennent comme nos mentors, et vraiment avoir des ressources en général, ça aide vraiment les équipes à aller plus loin, à apprendre plus, et soutenir ce genre de cause, ça a un impact incroyable. Du coup, bon, j'imagine que c'est quand même un voyage qui, à son échelle, vous a quand même transformé. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire? On en parlait un petit peu en off. Il y a un projet sur lequel vous travaillez actuellement, que vous aimeriez mettre en place. Est-ce que vous avez la possibilité de nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, ou est-ce que c'est encore un truc que vous voulez keep secret for now Je pense qu'on peut dire un peu. On peut quand même pas le garder pour moi. Du coup, pendant la compétition, à part la robotique en soi, on avait aussi un challenge qui consistait à se renseigner sur la situation énergétique de Madagascar et trouver une solution qui répond à un problème adapté à Madagascar, mais qui pourrait aussi être appliqué à une échelle globale. Nous, on s'est penché sur le besoin d'électrification, l'accès à l'électricité à Madagascar. Et du coup, on est dans un projet, on était dans la recherche pour la compétition, on a soumis la solution. Maintenant, on veut le concrétiser. Mais on ne pense pas, donc on veut pouvoir électrifier une école pour commencer, mais on ne veut pas s'arrêter à l'électrification. On veut vraiment faire en sorte que l'éducation dans cette école, surtout les STEM, comme c'est les STEM for Good, soit accessible. Donc ça, c'est le projet sur lequel on travaille maintenant. Oui, et bon, tout commence par l'électrification, en fait. Si t'as pas de lumière, tu peux pas travailler. Et voilà. Et aujourd'hui, vous avez besoin de choses en particulier pour concrétiser votre projet, ou j'ai envie de dire, tout est déjà placé et c'est juste une question de temps. Des ressources principalement. Il y a des recherches à faire. Il y a des. En fait, on doit tester la solution, parce que ça. Oui. En fait, nos recherches, c'est juste des recherches basiques, en fait. Et on veut vraiment le concrétiser et à ce que ça soit vraiment applicable. Et on a besoin peut-être des ingénieurs, puisque c'est vraiment quelque chose de grand. C'est pas seulement dans une échelle comme des écoles ou quelque chose comme ça, mais si on a la capacité, on peut même électrifier Madagascar, tout Madagascar, et d'une manière verte. Oui, d'une manière verte.
Et c'est aussi le but du thème de la Regeneration. C'est puisque l'hydrogène, c'est l'énergie du futur, et on peut même se basculer sur l'utilisation de l'hydrogène dans le futur, oui. Après, comme l'a dit, quand là, pendant les recherches, on était resté sur le côté théorique parce que c'était ce qu'on peut faire par rapport à nos ressources. Et mais on aimerait vraiment aller plus loin, vraiment tester la solution, faire avancer nos recherches et donc des ressources, et aussi comme on dit, des ingénieurs aussi, parce que c'est un level d'ingénierat, et être accompagné, c'est beaucoup plus bénéfique. Ok. Bah franchement, on lance un appel, si jamais non, ou s'il y a des personnes ou des entreprises, des organisations qui se sentent concernées par cette mission, à qui ce projet parle, franchement, approchez-les pour les aider à concrétiser leur projet, leur vision pour notre beau pays. Alors ça, j'aurais peut-être dû le faire au début. C'est vrai qu'on parle de STEM. Bon, moi j'ai fait des recherches, du coup je sais de quoi on parle, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la notion, quand on dit STEM, on fait référence à quoi? À la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Yes, ok. Voilà, donc désolé pour le petit retard, du coup, j'espère que vous avez quand même pu suivre le fil de la discussion. Alors, moi, un truc que je trouvais vraiment admirable aussi, c'était que à la base, il y a eu un petit changement de dernière minute, mais l'équipe qui devait se rendre à Singapour était une équipe qui, à la base, devait être 100% féminine. Et ça, je trouve ça très bien parce que on a toujours cette image que la technologie, la robotique, la science, enfin tout ce qui tourne autour du STEM, du coup, c'est un monde qui est souvent, en tout cas, représenté par des hommes, et je trouve ça super en fait que du coup pour le cas de Madagascar on ait eu cette vision d'encourager la participation des femmes. Est-ce que vous, par exemple, dans votre entourage, c'est quelque chose qui peut-être, est-ce que ça a été éventuellement un frein, genre on vous a dit écoute franchement les maths, technologie, tout ça, c'est pas fait pour toi? Ou est-ce que, vous étiez dans un environnement, j'ai envie de dire, qui vous a encouragé, qui vous a permis de grandir dedans? Moi, personnellement, j'étais toujours encouragée. Mais j'ai toujours vu que les sciences étaient dans le monde de la science, les femmes étaient représentées. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment eu la motivation de représenter Madagascar cette année. Et oui, c'est un moyen de sensibiliser aussi les femmes, puisque les femmes, elles sont intelligentes, mais je pense que il y a encore une certaine barrière. Je sais pas c'est quoi, mais je suis encore en train de faire les recherches maintenant, en ce moment. C'est quoi vraiment cette barrière? Ok. Et ouais. Du coup, tu fais vraiment genre des recherches avec des analyses pour voir qu'est-ce qui fait que les femmes soient sous-représentées dans ces secteurs-là. Oui. D'accord. Moi aussi, personnellement, en fait, dans mon entourage proche, j'étais encouragée. Mais souvent, c'est pas le cas à Madagascar et en général. Les femmes, on n'est pas représentées et on n'est pas toujours encouragées. Et genre, pouvoir représenter Madagascar dans un domaine scientifique, en fait, c'est quelque chose que je trouve important en tant que femme. Et en plus, vraiment, tu vois, avoir des femmes dans le milieu scientifique, c'est important. Tu vois, on a, par exemple, l'endométriose, pendant des années, ça a été ignoré. Et en fait, il y a des causes où, en fait, la représentation des femmes, en fait, c'est important. Il y a des causes sociales, en fait, qui ne pourront pas, qui ont besoin de femmes, en fait. Ouais. Donc, là aussi, je pense que c'est un peu un appel, du coup, à tous les acteurs qui sont concernés, dans le domaine, en tout cas, à Madagascar, si on peut vraiment encourager, renforcer la participation des femmes dans ces domaines-là, je pense que ça n'en serait que bénéfique pour tout le monde. Encourager les femmes à entrer dans ce domaine, les filles, les jeunes filles, c'est ce milieu, vous êtes ouvert, en fait. Ça peut être difficile, mais vous êtes ouvert et vous avez des opportunités qui sont pour vous. On arrive sur la fin de notre discussion et j'aurais aimé vous poser une question et je vous encourage donc à répondre individuellement parce que c'est des questions personnelles. Professionnellement, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voyez accomplir? Donc, dans 10 ans, en fait, je me vois
le secteur du data science, mais aussi de la santé. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais en fait que les projets sociaux à Madagascar soient basés sur des données et qu'on sache vers quel impact on peut avoir concrètement et quelles sont les priorités, d'où utiliser des data. Et en même temps, en fait, le secteur de la santé, parce que même si je me vois impacter l'éducation, Madagascar, l'accès à l'éducation me tient à cœur, je trouve en fait que commencer en fait par améliorer l'accès à la santé elle-même, c'est très important. Du coup, j'aimerais commencer par améliorer l'accès à la santé dans le but d'améliorer l'accès à l'éducation. Excellent. Ouais. Et moi, je me vois déjà accomplir déjà, premièrement, le projet qu'on a... ouais. Et puis, en fait, ce qui me motive, en fait, c'est vraiment sur le plan énergie et tout ça. Après ça, il y a aussi le sponsor de First Global Lam Research qui travaille sur le plan de tout ce qui est semi-conducteur, et j'aime vraiment ce truc-là, parce que là on parle de physique quantique et tout ce qui est atomes et tout ça, et ça me fascine vraiment, et j'aimerais vraiment entrer dans ce domaine-là, et je me vois déjà vraiment très très loin dans ce monde, ouais. Ouais. Wow. C'est vraiment incroyable. Écoutez, merci d'être venu, d'avoir accepté de venir passer dans le podcast. Merci d'avoir porté les couleurs du pays aussi haut sur la scène internationale. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous voulez entreprendre, que ce soit dans le court terme ou sur le plus long terme. Merci beaucoup.